Le monde entier est convenu pour dire que analyser les conditions générales de la naissance du SAACI, Syndicat agricole africain basé en Côte d'Ivoire, passe inéluctablement par une mise en exergue impérative de la configuration économique, sociale et politique de la colonie dans les années 40. Pendant cette période, avec l'économie de la colonie essentiellement basée sur l'agriculture, les Africains souffraient des abus nés de la spoliation de leurs terres et de la mévente de leurs produits. Mais la conférence de Brazzaville de 1944 va leur redonner de l'espoir. Peu évoquée comme la confrontation entre les syndicats africains et ceux européens, alors que l'histoire a fait croire à tous que Félix Houphouët-Boigny était le leader naturel du syndicat agricole dès sa création et que les médias aient caché l'existence d'autres hommes forts qui ont fait le syndicat agricole africain, dans cette vidéo, je vous promets et je vous apporte les véritables informations sur l'évolution et les combats du syndicat agricole africain. Prenez une feuille et un stylo. C'est parti. Avec la conférence de Brazzaville, le droit syndical est reconnu aux Africains, ce qui permet la création du syndicat agricole africain, section Côte d'Ivoire, dit SAACI, le 10 juillet 1944. Cependant, il ne faut pas d'antécédents syndicaux remontent aux frustrations des indigènes. Si la naissance des sociétés indigènes de prévoyance, dites SIP ou SIP, en 1931 crée un esprit mutualiste parmi les indigènes, c'est la naissance du Crédit agricole mutuel en 1931 qui déclenche tant chez les Européens que chez les Africains la prise de conscience de leur intérêt. Dès lors, on assiste à la création de nombreuses associations agricoles dans la colonie. Afin d'insérer les Africains dans le circuit des produits agricoles, l'administration coloniale met sur pied les structures d'encadrement, dont les sociétés indigènes de prévoyance, et de là va se développer un cadre de coopération entre les deux structures. La crise économique de 1929-1930 aux États-Unis fut durement ressentie en Côte d'Ivoire. Il fallait donc juguler les effets pervers sur l'économie ivoirienne dépendante des cultures industrielles. L'impôt de capitation, dont l'objectif est de stimuler la production, ne suffit pas à inciter les Africains à produire davantage. Et en fait, l'origine des CIP remonte au décret du 29 juin 1910, mais c'est suite à la nécessité de la mise en application de la réglementation du 23 mai 1926 organisant le crédit agricole en AOF que la première CIP Côte d'Ivoire vit le jour à Dabou. Mais le débattement réel du mouvement des CIP date des années 1931 à 1932. Pendant ce temps, les besoins de la France en café tournaient à cette époque de récession autour de 200 à 220 000 tonnes, alors que la production ne dépassait guère 20 000 tonnes. Ces raisons expliquent la nécessité de la mise sur pied et le développement d'un cadre de soutien aux paysanat noirs. À travers la CIP, le cultivateur indigène était non seulement l'acteur essentiel de la production, mais également la cible de l'administration coloniale. Il faut également noter que cette action de l'autorité coloniale vise aussi bien à développer et à organiser la production du paysan africain qu'à assurer à ce dernier un pouvoir d'achat suffisant. L'objectif principal de la CIP était de constituer des réserves de graines indigènes qui, sans souci de l'avenir, consommaient toute sa récolte sans conserver même. Cette prétendue imprévoyance est en réalité la conséquence de la primauté accordée par le système colonial aux cultures d'exportation aux dépens des cultures vivrières, créant ainsi une disette permanente au sein de la population indigène. Aussi, accablé par les impôts, le paysan noir n'est pas maître de son destin. On ne peut donc parler de paysan imprévoyant car celui-ci à l'époque précoloniale conservait dans des greniers familiaux des réserves importantes afin de parer à une mauvaise année. C'est plutôt l'exploitation coloniale qui a rendu impossible le maintien de ces réserves car le paysan africain est soumis à la volonté du colonisateur. Mais, tel un apprenti sorcier, l'article 2 du décret du 9 novembre 1933 légalisant les nouvelles attributions précise que les CIP ont pour but de prendre toutes mesures contribuant au de l'élevage, de la pêche et de la cueillette, ainsi
qu'à l'amélioration des conditions dans lesquelles s'effectue la récolte, la préparation des produits. Elles peuvent notamment organiser la vente des produits. La CIP pouvait aussi acheter des sociétaires et porter ses coûts à ces derniers quand ils sont malades ou accidentés. En Côte d'Ivoire, les CIP se virent assigner en outre d'autres objectifs liés d'une part à la situation géographique de la colonie et d'autre part aux ressources que portaient ces colonies. Les CIP sont devenus par conséquent une véritable fourre-tout qui devait entreprendre de véritables travaux d'Hercule en dehors de ses attributions initiales. Croître la production et collecter les produits agricoles était l'objectif principal. Avec la guerre, les CIP se virent confier les réquisitions et avances de vivres, distribution et bons de tissus, etc. Les CIP créés en Côte d'Ivoire devaient nécessairement grouper tous les agriculteurs et éleveurs de statut d'indigènes d'un même cercle. En théorie, elles étaient administrées par une assemblée générale des sociétés qui élisaient tous les ans un conseil d'administration. En fait, l'omnipotence du commandement de cercle faisait de la geste de l'administrateur. Cette émission entraîna la réticence des indigènes à l'égard des CIP. Les Africains considéraient comme un super impôt l'adhésion obligatoire aux CIP, concrétisée par le paiement de cotisations qui d'ailleurs étaient fréquemment confondues avec les budgets des unités administratives. En réalité, les CIP ont été conçus comme des organismes para-administratifs. En raison de l'ingérence de l'administration dans les affaires de la CIP, le bilan de cet organisme ne fut pas reluisant. C'est en ce sens que l'on va rentrer dans une nouvelle dynamique. Les ressources nées des cotisations permettaient aux CIP de consentir des prêts à court, moyen et long terme sur le montant du fonds social. Le prélèvement effectué chaque année en vue des prêts mutuels agricoles ne pouvait excéder 20% du montant disponible du dit fonds. L'existence du prêt agricole trouvera un creuset de développement, en l'occurrence la Caisse centrale de crédit mutuel dans le pays qui aujourd'hui est appelé la Côte d'Ivoire. La naissance de cette structure répondait à la nécessité de venir en aide aux paysans, mais cette action prenait plutôt le chemin des grandes exploitations européennes. Aucun prêt n'était accordé sans la caution de 2 familles solvables, habitant le village de l'emprunteur. Les prêts portaient annuellement intérêt ou un supplément de remboursement de 80%. Pourtant, la Caisse centrale de crédit agricole avait pour but de sauver le planteur. Outre cette condition, d'autres semblables à des prétextes mettaient le paysan hors jeu. En effet, exiger d'un paysan de s'affilier à une association agricole pour bénéficier de la CIP de son cercle après avoir motivé sa volonté par la valeur des gages qu'il pouvait offrir était un véritable parcours de combattant pour améliorer la production africaine et devant la faillite des CIP, la SAACI crée la coopération des planteurs africains, PAC, en 1945. L'activité principale de la Caisse centrale se résumait autrefois aux prêts. Ainsi, les fonds de la Caisse centrale provenaient de 2 sources, à savoir les collectivités publiques et des particuliers. Les règlements provenaient de 3 sortes de prêts: prêts à court terme, PCT, prêts à moyen terme, PMT, prêts à long terme, PLT. Chaque type de prêt est divisé en 2 catégories, les prêts individuels et les prêts collectifs. En 1948, la Caisse de crédit agricole du pays qui aujourd'hui est connue sous le nom de Côte d'Ivoire, sortant de l'inaction provoquée par la dernière guerre, a repris ses activités. Le démarrage ne se fit pas sans peine car le montant des fonds disponibles était faible, mais la reprise des activités économiques suscitait la confiance dans l'avenir de la colonie. Elles n'ont certes pas répondu totalement aux désirs des souscripteurs, mais cette volonté de l'administration d'aider les paysans africains trouvera son prolongement dans la naissance des associations et du syndicat agricole. L'introduction du crédit agricole mutuel en 1931 va faire éclore chez les colons européens et certains indigènes des associations mutualistes et des coopératives. Les indigènes y étant théoriquement préparés par les CIP. Les premières associations agricoles étaient d'abord européennes. Elles étaient régies par le décret du 26 juin 1931 qui, en réalité, fixait les buts suivants: l'étude et la défense des intérêts économiques de ses adhérents, l'achat des matières premières et de matériel à usage de ses membres,
engrais, semences, matériel agricole, etc. Il y avait aussi la préparation, la transformation, la vente des produits agricoles et l'élevage provenant exclusivement des exploitations de sociétés. Dès la mise en service du décret de 1931, on dénombre 7 associations dans toute la colonie jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. À ces associations, il convient d'ajouter 2 sociétés dont le siège était à Agboville. La Compagnie des bananeraies de l'Agnébi, CBA, créée en février 1933 dans le but de développer la culture de tous les fruits tropicaux, la banane notamment, leur préparation et leur exportation. La seconde, c'est l'Association de défense des intérêts bananiers de l'Agnébi, ADIBA, qui est créée en 1934. Les indigènes, théoriquement formés par le CIP, étaient regroupés dans 2 associations qui étaient en fait des créations de l'administration. L'Association agricole indigène de l'Indénié à Bangourou, dont le membre le plus en vue était le roi de l'Indénié, Bouakwasi. L'Association agricole indigène de la Basse-Côte d'Ivoire à Grand Bassam, qui comptait en son sein de futurs membres du SAACI comme Lamine Touré, membre fondateur, et Samba Gaye, délégué régional à Aboissou. La naissance de ces 2 associations fait suite à la crise économique de 1920 qui a eu des conséquences désastreuses sur la Côte d'Ivoire, notamment sur les planteurs. Ainsi, comme le révèle le professeur Ekanza, les associations agricoles ont constitué des cadres de réflexion et de contestation. Les problèmes de la main-d'œuvre et de produits agricoles sont au cœur des débats. Elles veulent améliorer les conditions de vie des travailleurs et des planteurs. Elles ont été les fers de lance de toutes les contestations. En ce sens, le combat va rentrer dans une dimension mixte, prenant en compte tous les maux sociaux que connaît la population. Appelé aussi syndicat agricole de Côte d'Ivoire, il regroupait les planteurs européens et les planteurs africains. On dénombrait 300 adhérents environ, mais le nombre d'Africains n'était pas véritablement connu, et ce avec exactitude. Cependant, M. Boni Joachim affirme que bien que majoritaires, les Africains par modestie ou tactique laissaient les Européens occuper tous les postes de direction. Cette affirmation n'est pas de l'avis de Joseph Anoma qui lui disait autrefois que les Européens avaient créé ce syndicat pour défendre leurs intérêts. On a pris 3 ou 4 de nos camarades pour être membres de ce syndicat afin de donner l'impression à l'extérieur que nous sommes unis. En réalité, les membres du syndicat étaient des colons. Cette association dirigée par les Européens ne servaient donc pas les intérêts des planteurs africains, bien au contraire, elles accompagnaient l'exploitation des indigènes. En 1939, le kilogramme de cacao, qui était payé à 4,50 francs aux planteurs européens, était payé à 2,60 francs aux planteurs africains, lequel percevait moins de la moitié de ce prix, après déduction des frais de transport. Cette différence dans les esprits a marqué tout le monde. En vertu du décret du 11 mars 1937, naquit aussi le syndicat des intérêts forestiers de la Côte d'Ivoire et l'Union des planteurs de Gagnoa qui se transforma en syndicat en 1937. Par contre, des tentatives de fusion entre associations européennes et indigènes furent menées par le lieutenant-gouverneur et conduiront entre 1937 et 1938 à l'adhésion d'Africains sachant lire et écrire à l'Union des planteurs de Gagnoa. L'un des membres était Henri Kouakou, futur délégué régional du SAACI à Gagnoa. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'ouvrage de Boni, La Côte d'Ivoire sous la colonisation, au prélude de l'émancipation. Cette injustice s'accentuait avec la prime d'entretien donnée aux planteurs. L'Européen recevait 1000 francs à l'hectare tandis que l'Africain ne percevait que 500 francs. En outre, pour en bénéficier, il fallait être propriétaire d'au moins 25 hectares d'un seul tenant. Or, comme l'explique plus tard le député au fouet-poigny, les accidents de terrain, marigots, cailloux, terrain peu propices, obligeaient les planteurs à abandonner leur première plantation pour en créer une autre, 100 ou 200 mètres plus loin. Cette astuce de ne réserver la prime qu'aux exploitations africaines de 25 hectares d'un seul tenant éliminait par conséquent un grand nombre de planteurs africains, même parmi les gros qui avaient de nombreux hectares mais dispersés. Le petit matériel agricole contingenté à cause de la guerre et réparti par le syndicat mixte était vendu à des prix différents. La machette était achetée à 25 francs
par les planteurs européens et 75 francs par son homologue africain. Des fusils et des cartouches étaient vendus aux planteurs pour protéger les plantations contre les animaux destructeurs. L'administration n'accordait qu'un seul fusil à chaque grand planteur africain, alors que pour les Européens, il n'y avait pas de limitation. De toute façon, les Européens avaient la possibilité d'acheter les armes dans les maisons de commerce, tandis que les planteurs africains étaient tenus de passer par l'administration qui pouvait accepter ou refuser de leur accorder un permis d'achat de fusil. Une fois le fusil acquis, il était permis aux planteurs africains l'achat de 25 cartouches, mais leurs homologues européens pouvaient en disposer plus ou près de ça. C'était aussi avec la difficulté que les Africains s'approvisionnaient en riz pour leurs manœuvres. Cette discrimination se fait sentir au niveau du recrutement de la main-d'œuvre. Pire, alors que ce syndicat regroupait noirs et blancs, un arrêté local supprime aux planteurs africains le contingentement de la main-d'œuvre qui leur était destinée. Cette attitude partisane de l'administration coloniale marque une nette prise de position en faveur des Européens et déçoit profondément les Africains. À ce sujet, Bernard Dadier disait « Nous avions pensé que la fin des hostilités aurait apporté à tous le droit de vivre aisément dans la dignité après les multiples privatisations et souffrances, après l'effroyable et très puissant effort de guerre imposé aux populations colonisées qui devaient à la métropole et le tribut de leurs contributions. Effort aux contributions volontaires acceptées. Au nom du droit, de la justice, de la liberté. Nous avons pensé et cru que le prix des produits et la valeur de l'homme auraient préoccupé les maîtres de la politique et les maîtres de l'économie de guerre pour changer les rapports entre hommes. Les rapports fraternels. L'avions-nous espéré. Et cette déception contribue à éloigner certains chefs africains du pouvoir colonial dont, jusque-là, ils ont été les intermédiaires et les soutiens les plus fidèles. Ces informations sont extraites de l'oraison funèbre au décès de Fulgence Brou, le 21 août 1981. Suite aux vexations de leurs collègues européens qui ignoraient la liberté syndicale, pourtant réaffirmée par la conférence de Brazzaville, les planteurs africains se retrouvaient le 10 juillet 1944 à l'Étoile du Sud, chez Georges Cassis. Ils vont poser les bases de ce qui sera considéré comme un acte courageux. Relativement à toutes les injustices vécues, les fondateurs du SAACI ont compris, au cours de leurs nombreuses discussions, la nécessité de se regrouper pour une action concertée. S'ils avaient tous les mêmes problèmes face aux planteurs africains, ils étaient malgré tout d'origines diverses. En fait, sur convocation du médecin planteur Félix Houphouët-Boigny, les planteurs Lamine Touré, Djibril Diaby, Kwame Nguessan, Gabriel Dadier, Fulgence Brou, Georges Cassis et Joseph Adoma se retrouvaient pour la création d'un syndicat de planteurs africains. Au nombre de 8, les membres fondateurs sont issus de différentes régions du pays. Houphouët et Kwame Nguessan sont du centre, le pays baoulé. Joseph Anouma, Fulgence Brou, Georges Cassis et Gabriel Dadier sont originaires de l'est du pays, région Agni. Lamine Touré et Djibril Diaby sont de la région nord du territoire. Il est cependant important de noter que ces planteurs n'ont pas développé les plantations de leur région d'origine. Ici, Djibril Diaby et Lamine Touré ont créé de vastes plantations à Grand Bassam, au sud. Joseph Anouma à Agboville et non à Aboisseau, sa terre d'origine, et Kwame Nguessan à Oumé, en pays Gourou. Le constat est donc clair. Le syndicat n'est pas le reflet d'un groupe ethnique, mais celui de l'unité nationale en gestation. Les fondateurs sont des planteurs unis par le souci de défendre leurs conditions de travail. Néanmoins, on constate que même si certains planteurs sont originaires du Nord, les cultures telles que le café et le cacao, dont ils sont les défenseurs, ne poussent pas au nord du territoire. Il est aussi important de signaler que les membres fondateurs sont aussi de diverses origines sociales. Le milieu social duquel les membres fondateurs sont issus se caractérise par un manque d'homogénéité frappant. À ce propos, le cas de Joseph Anouma est le résumé de toutes les tendances car il est le plus édifiant. En fait, d'abord moniteur, Joseph Anouma devient par la suite instituteur, gérant de société, commerçant pour devenir définitivement planteur autour de 1940. Il y a aussi le cas très évoquant de Brou Fulgence. Justement, au plan politique, Brou Kablan Fulgence était l'un des piliers du RDA en Côte d'Ivoire. Le rôle joué par ce dernier était incroyable. En fait, c'est lui qui, par son action, a été concrètement à la base de l'implantation du RDA en Côte d'Ivoire. Il a encouragé Houphouët-Boigny, de retour de Dakar, à militer au sein de ce grand mouvement de planteurs africains, qui finira par la dénomination Syndicat agricole africain, SAA.
parce qu'il a estimé que c'est ensemble que les Africains pouvaient constituer une force face aux exploitations blancs pour l'abolition du travail forcé et l'amélioration des conditions de vie et du travail des planteurs, puis songer également à l'indépendance. Il a donc fait appel à son ami, frère. Il faut clarifier qu'il n'était pas allé très loin dans les études, mais il était d'une intelligence très pragmatique et était un bon visionnaire. Il avait perçu le charisme et l'intelligence du président Houphouët-Boigny qui revenait de Dakar. C'est alors qu'il a suggéré aux autres planteurs de choisir Houphouët-Boigny comme leur porte-parole face aux colons dans les discussions de Bamako qui ont fondé la véritable assise de cette formation syndicale. Et c'est là qu'Houphouët-Boigny a été élu comme président du syndicat agricole africain, où il a d'ailleurs prononcé à Bamako, au Mali, sa fameuse phrase devenue culte. On nous a trop volé. Heureux du discours d'Houphouët-Boigny à la tribune de Bamako, dès son retour triomphal en Côte d'Ivoire, c'est Brou Fulgence qui lui a offert son tout premier véhicule, ce qui a permis à ce qu'ils deviennent tous deux plus tard de grands amis. Dans mes recherches, j'ai tellement creusé que j'ai fait une nouvelle découverte. Je suis donc tombé sur un autre Brou. Je vous explique. Monsieur Brou Cablan Fulgence avait un fils du nom de Brou Gustave, et c'est lui qui a continué et terminé la mission de son père. En fait, Monsieur Brou Gustave est un homme politique qui, accompagnant son père, a fait ses preuves et ses débuts dans la lutte colonialiste au sein du PDCI-RDA, a fini comme lui. Il était plus un homme d'affaires. Ivoirien du groupe Ethnie Ani en provenance d'Aboisseau, il a vu le jour le 3 octobre 1929. Il a commencé ses études en Côte d'Ivoire jusqu'à être diplômé de l'école primaire supérieure de Bingerville et d'une école de gestion d'entreprises industrielles. À la mort de son père, c'est-à-dire M. Brou Fulgence, dont on a parlé tout à l'heure, Gustave Brou a hérité des vastes plantations de son père, puis intégré le parti et le syndicat pour continuer le dynamisme et la dynastie Brou, sans oublier le véritable combat pour l'agriculture africaine. En fait, entre 1943 et 1944, il devient un gros planteur autochtone, membre de la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire qu'il a intégré la chambre close et réservée des planteurs qui avaient des exploitations d'au moins 25 hectares. Se réunissant fréquemment, malgré la distance qui les séparait, Oufoué et Georges Kassi étant à Yamoussoukro, Gabriel Dadier et Joseph Anoma à Agboville, Fulgence Brou et son fils Gustave à Aboisseau, etc., ils ont réussi à mettre en place une véritable association très puissante, le syndicat agricole africain. Créé en 1944, regroupant tous ces planteurs africains mécontents de leur sort, ce syndicat avait pour objectif de défendre les intérêts des planteurs autochtones lésés par l'administration coloniale qui sous-paye leur cacao. Juste après Houphouët-Boigny, M. Brou Gustave, déjà à l'époque propriétaire de l'une des plus vastes plantations dans la colonie, qui est aujourd'hui la Côte d'Ivoire, était lui aussi le pilier de l'économie ivoirienne et en général africaine. Il avait, et ce directement et obligatoirement, son mot à dire, et sa voix comptait beaucoup dans les formulations d'idées et prises de décision. À l'époque, le syndicat agricole avait un gros problème qui lui était aussi spécifique, c'est la défense des droits et intérêts des agriculteurs africains. Pour faire fonctionner le syndicat, il fallait une bonne économie. Ainsi, les cotisations étaient fixées à 100 francs CFA par an, ce qui représentait une petite fortune que seuls les gros planteurs de l'époque pouvaient payer. Brou Gustave a toujours été de ceux-là qui étaient en avance sur les dates de paiement et très engagés. Face aux problèmes que le syndicat a rencontrés, il a fait partie de ceux-là qui ont entamé les procédures et les plans internes pour permettre de rapidement contrecarrer l'adversaire et rencontrer le succès. Quand bien même très proche de Félix Houphouët-Boigny, il faut soigneusement noter qu'il n'a pas été parmi ceux-là qui, après avoir été cooptés et qui ont formé le gouvernement, permis à ce que la politique houphouëtiste soit menée, ont fini immensement célèbre. En fait, après le gros travail accompli avec le président Houphouët-Boigny et tous les autres membres du syndicat agricole africain, M. Brou Gustave a été décoré au rang de chevalier de l'ordre national puis d'une décoration étrangère. Toutefois, dès 1970, il a tacitement intégré le gouvernement d'antan et a occupé une responsabilité qui lui est restée entre les mains jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Tout le monde se souvient de lui lorsqu'il fut questeur de l'économie et sociale du pays. Il exécutera cette fonction pendant 30 ans et cède le fauteuil en l'an 2000. Il était aussi et surtout actionnaire majoritaire de grosses entreprises comme Unilever et bien d'autres. Il était parallèlement propriétaire de vastes patrimoines immobiliers en Côte d'Ivoire et dans le monde. Il est aussi très important de signifier que
Grâce à sa bonne réputation, M. Bourgustave s'est fait d'autres amis politiques comme M. et Mme Akandjoué, anciens membres du gouvernement ivoirien. Les plus récents d'entre tous ses camarades sont M. et Mme Bédier, l'ancien ministre Émile Constant Bombé et bien d'autres hommes politiques ivoiriens bien connus. Tellement incontournable sur la scène politique, il y a également le jeune Soro, qui à l'époque étant Premier ministre, allait lui rendre des visites matinales pour goûter à sa sagesse, avec des conseils et consorts. M. Bourgustave, aussi généreux, a créé des milliers d'emplois pour les habitants de la région du Saint-Louis dans l'est de la Côte d'Ivoire. Il était marié à une femme sénégalaise du nom de Gay Assiatou Suzanne, elle-même enfant d'une famille bourgeoise de son pays, le Sénégal, et père de 7 enfants. Décédé en juillet 2021, Bourgustave a laissé derrière lui un nom à jamais dans les cœurs des habitants de l'Est de la Côte d'Ivoire et surtout d'une dynastie pour la famille Brou. C'était l'histoire d'un homme parti d'une vision pour créer une image forte de l'agriculture africaine. En l'occurrence, M. Brou Fulgence, qui finit par léguer cet héritage, ce combat à son fils Bourgustave. Les médias ont tellement parlé des mêmes personnes que l'existence des hommes comme M. Bourgustave, M. Brou Fulgence, a été méprisée et conservée loin de la connaissance de la population ivoirienne tout entière. J'ai donc profité de ce moment, cette lucane, pour vous faire découvrir une légende de plus dont on ne parle pas assez en Côte d'Ivoire. Suite à cela, retournons à l'histoire. Ainsi, fonctionnaires, commerçants, éleveurs et agents des sociétés privées, les membres du SAACI étaient tous des lettrés comme le stipulait la loi de l'époque qui disposait que pour créer un syndicat, il faut être au moins 7 personnes sachant lire et écrire. Cette disposition a créé la confusion dans l'esprit de certains à propos du nombre des membres fondateurs du SAACI. À première vue, à l'époque, tout le monde pensait que le chiffre 7 attribué au fondateur serait à mettre en rapport avec le fait qu'il fallait au moins être 7 pour créer un syndicat et le faire connaître. En réalité, la confusion venait du fait que le chiffre variait selon qu'on ajoute ou non M. Félix Houphouët-Boigny au fondateur ou qu'on tienne ou non compte du retrait de Kwame Nguessan en 1947. Quoi qu'il en soit, malgré la diversité des origines, les planteurs sont mus par la volonté commune d'améliorer leurs conditions de vie. Dès lors, les fondateurs du SAACI ont été le pont de départ de la lutte syndicale. Le rôle de premier plan des fondateurs dans les activités du SAACI et plus tard dans la vie politique de la colonie trouve son explication dans les liens d'amitié et de famille qui les unissent. La plupart des membres fondateurs se connaissent. Du temps où ils étaient fonctionnaires, certains ont servi dans le même cercle. C'est le cas de Félix Fouet, de Gabriel Dadier et de Joseph Anoma à Dimbokro et à Bangourou. À cela viennent s'ajouter les liens matrimoniaux qui, souvent, existaient entre certains d'entre eux. C'était le cas de Gabriel Dadier qui aurait épousé une nièce de Félix Houphouët-Boigny. Ces prédispositions ajoutent à l'unité d'intérêt économique, gage de la réussite de la mission des fondateurs. Il y avait un dépassement de soi. À ce propos, Gabriel Dadier disait « Nous voulons créer un syndicat autonome et voudrons le placer sous la présidence d'un homme qui ne soit contesté ni par les jeunes, ni par les anciens. » Ce fut en réalité une allusion à Félix Houphouët-Boigny qui explique son choix en ces termes. J'ai été choisi pour être président du syndicat parce que je constituais une union, c'est-à-dire chef traditionnel et intellectuel. Le premier président du syndicat agricole était donc Félix Houphouët-Boigny suite à un consensus, un choix. Il n'était donc pas le leader naturel qui s'imposait directement. Il a fini suite à un choix commun, unanime, désigné comme le président du SAACI. Avec la création du SAACI, la voie est ouverte pour la défense des intérêts des planteurs africains. Considérés par les colons comme des producteurs de seconde zone avec des prix dérisoires proposés à leur production et soumis à des réquisitions dans le cadre du travail forcé, les planteurs africains se lancent dans la bataille pour l'institution d'un travail volontaire et la révalorisation de leurs fonctions. Malgré les bonnes dispositions prises pour le contrôle de la main-d'œuvre, la situation s'est régulièrement aggravée depuis la guerre. En Côte d'Ivoire, un arrêté local avait supprimé en 1941 la main-d'œuvre accordée aux planteurs. La population avait pensé que la mesure allait s'étendre à toutes les exploitations pour arrêter l'exode massif vers la Gold Coast. Ce fut un leurre. Dans la lettre pour l'application des statuts du SAACI, Houphouët-Boigny faisait le constat suivant. La guerre est venue avec ses dues mais nécessaires exigences. L'effort de guerre exige beaucoup de bras. Quel Africain hésiterait à sacrifier ses ressources, sa vie, même pour concourir à la libération de la France,
de cette noble France à laquelle nous devons tant. La main-d'œuvre volontaire est devenue rare. Les quelques Africains bénéficiaires de la main-d'œuvre recrutée ont vu celle-ci réduite ou supprimée. Il faut absolument, à la plupart d'entre eux, recourir à une main-d'œuvre non seulement rare, mais surtout très exigeante en raison de la cherté de la vie. Face à cette réalité vécue par les Africains, Houphouët-Boigny poursuivit son discours en affirmant encore: il nous reste donc à assurer nous-mêmes la défense de nos intérêts. Nous examinerons avec l'administration la meilleure façon de maintenir notre production tout en facilitant la liberté de travailler. Cette liberté de travail représente une nécessité pour le SAACI. Cependant, le principal problème qui se pose alors au SAACI est de concevoir et de trouver les moyens et les procédures lui permettant d'atteindre ses objectifs, sans léser ses propres intérêts. Ici se situe une option fondamentale qui influencera toutes les prises de décision du syndicat et expliquera son succès par la suite. Cette opposition se résumait ainsi en deux éléments très importants. Savoir perdre quelques avantages au profit de la main-d'œuvre africaine afin de gagner la bataille économique et sociale. Cette stratégie va permettre aux Africains, alors acculés à la ruine, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, des manœuvres. C'est dès cet instant que va naître le travail volontaire en Afrique. L'avantage que les Africains tiraient du travail volontaire est énorme. Ils n'iront plus travailler sur les plantations des Européens dans le cadre du travail forcé et consacreront ce temps à travailler dans leurs propres plantations. La liberté du travail permettra aussi le recrutement sans contrainte dans les savanes du Nord au profit des forêts du Sud, ce qui conduira le planteur de la zone forestière, soustrait du recrutement, à s'occuper des cultures industrielles et à obtenir des profits substantiels. Dans le même temps, les régions du sol fertile se consacraient aux cultures vivrières pour nourrir le reste de la colonie. Dans ces conditions, chaque employeur aura la possibilité de trouver à des prix réguliers des denrées alimentaires pour la nourriture de ses employés et des produits manufacturés pour leurs besoins. Le planteur africain n'aura plus à livrer son riz ou son maïs à un prix dérisoire et en acheter pour ses manœuvres ou sa famille à un prix excessif. En fait, la quintessence du travail voulu par le SAACI représentait un gage de liberté pour l'indigène. Il était aussi un facteur de développement de la colonie de Côte d'Ivoire. À peine né, le SAACI s'attaquait au problème de la main-d'œuvre et portait à la connaissance de tous les limites à ne pas franchir. Parmi ceux-ci, il y avait deux éléments très importants. Refuser le recrutement de la main-d'œuvre pour les planteurs africains ou envoyer ces derniers dans les plantations des colons constitue une entrave à la liberté. Obtenir un régime de travail qui ne lésait pas les intérêts des paysans africains allait être la préoccupation du SAACI. En janvier 1945, Houphouët-Boigny, président du SAACI, avait été, sur la demande du bureau central du syndicat à Dakar, exposé au haut-commissaire la situation du planteur africain et l'urgence d'une propagande active en faveur du volontariat. Cette visite survient suite aux manœuvres d'intoxication menées par les colons auprès du gouverneur général Gounari. Dans leur pétition, les planteurs européens affirmaient ceci: les Africains veulent tuer l'économie du pays. Ce n'est pas possible. Si l'on paye 20 francs par jour, soit 10 francs de salaire et 10 francs d'entretien, les planteurs seront totalement ruinés. Malgré l'hostilité du colonna, les planteurs africains sont décidés à tenter l'expérience sans qu'ils soient pour autant ruinés. Ils pensent même, puisque les mêmes conditions géographiques existent en Côte d'Ivoire et en Gold Coast, aujourd'hui Ghana, qu'il n'y a aucune raison pour que l'expérience échoue, là où la colonie anglaise a réussi. Ce raisonnement logique a fait dire au gouverneur général: il m'est difficile de donner satisfaction aux uns et aux autres. L'inquiétude du syndicat des planteurs européens dirigé par Jean Rose est liée, en réalité, à la volonté du SAACI d'améliorer le sort du travailleur agricole, ce qui pourrait leur faire perdre le privilège du recrutement de la main-d'œuvre. Pour les paysans africains, le prix à payer résidait dans l'organisation du recrutement de la main-d'œuvre. Ainsi, dès 1944, pour attirer les travailleurs du Nord, particulièrement les Mossi, il fallait leur offrir des conditions avantageuses. Le système de métaillage en vigueur en Gold Coast, aujourd'hui Ghana, était adopté par le SAACI. L'objectif était de détourner ce lot important de travailleurs qui partaient en direction de la colonie anglaise et attirés par le système de métaillage qui consiste à confier aux manœuvres une partie de la récolte, une récolte qui pourrait être partagée en deux parties égales, une partie pour le planteur et une autre pour le manœuvre.
c'est l'abougnon dont la pratique est rare. Il est limite aux petits planteurs qui ont d'énormes difficultés pour avoir la main-d'œuvre. Le patage au tiers ou aboussant est plus courant. Dans ce système de métaillage, le manœuvre doit nettoyer la plantation avant et après la récolte, cueillir le café et le cacao, décortiquer et tirer les cerises de café. En outre, l'ouvrier doit défricher la forêt pour la nouvelle plantation. Le métailler a la charge de sa nourriture, mais il est autorisé à se procurer des vivres sur les anciennes plantations, sauf les 2 derniers champs réservés à la famille de l'exploitant. Avec l'expérience du système de métaillage, les partisans africains, au lieu de recruter la main-d'œuvre à 3,5 francs par jour, proposaient un salaire de 20 francs par jour, ce qui fait un accroissement de 5,7 fois le résultat initial. L'administrateur Mogg, en poste en Haute-Côte d'Ivoire, confirme ce changement notable. Il affirme avoir vu pour la première fois dans sa carrière les requis revenir chez eux. Le succès de cette expérience entraîne le mécontentement des planteurs européens qui, eux, voient à travers cette action la baisse du nombre de travailleurs dans leur plantation. Cette situation conduit à la conférence de Dimbokro du 19 décembre 1945, présidée par le gouverneur d'Igo. Elle avait pour but de clarifier la situation, c'est-à-dire mettre d'accord les planteurs européens et africains sur le mode de recrutement. À cette conférence étaient présents les commandants de cercle, les représentants des colons, planteurs ou exploitants forestiers et 3 délégués du SAACI, Félix Houphouët-Boigny, Joseph Anoma et Marcel Loboué. Cette rencontre a permis au SAACI de montrer sa volonté d'aboutir à un recrutement volontaire. À cette fin, les syndicats resta intransigeants malgré le nombre important des représentants européens car ils pouvaient compter sur l'entente des planteurs, syndiqués et les grands chefs pourvoyeurs de main-d'œuvre dont Bon Coulibaly et le Moro Naba. Les entretiens s'étaient soldés par un échec car aucune partie n'avait voulu faire des concessions. Nous avons discuté pendant 2 jours, nous sommes restés sur les nôtres, affirmait Houphouët-Boigny à l'époque. À Ouagadougou, Houphouët-Boigny, Bernard Dadié et Baba Keïta avaient été présents et présentés au Moro Naba comme des planteurs de la Basse-Côte d'Ivoire venus recruter des travailleurs volontaires. Alors, ceux qui ne savent pas c'est quoi la Basse-Côte d'Ivoire ou ne comprennent toujours pas, je vous invite à regarder l'une de mes vidéos dans laquelle j'expliquais ce qu'était la Basse-Côte d'Ivoire et la Haute-Côte d'Ivoire. L'accord du Moro Naba ne fut pas facile, car avec le régime de travail forcé, une partie de ce qui devait être payé aux travailleurs revenait aux chefs traditionnels. C'est la présence du gouverneur qui a permis d'obtenir l'accord du Moro Naba. C'est ainsi que ce dernier et le chef Sénoufo, Bon Coulibaly, seront de grands pourvoyeurs de main-d'œuvre. Retrouvez plus de détails dans l'ouvrage de Boni, La Côte d'Ivoire sous la colonisation et le prélude de l'émancipation, 1920-1947. Ainsi, les premiers contacts avec les chefs du Nord avaient permis l'embauche de 2500 volontaires dans le cercle de Kodougou, Ouagadougou, Tengodogo et Kaya, environ 1000 travailleurs à Korogo. Cela va effectivement conduire à la révalorisation de la fonction du paysan. La guerre et les discriminations, surtout économiques, imposées par le régime de Vichy, provoquaient un choc profond. Les planteurs africains se sentaient poussés vers l'abîme. Ils se devaient donc de réagir, de combattre pour échapper à la régression et relever le défi de la valorisation de la fonction du planteur africain. Voici donc en quelques minutes une partie de l'histoire qui nous a été cachée sur la lutte menée par le syndicat agricole, la mise en place et le choix de Félix Houphouët-Boigny comme président et tous les méli-mélos qui y vont avec. Sans oublier des personnes dont je tenais vraiment à parler qui ont été plongées dans l'oubli, à l'image de Fulgence Kablan-Brou et Gustave Brou, son fils. À défaut d'être encensés et vulgarisés par les médias, ont été oubliés par les Ivoiriens, peut-être même méconnus par certains. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer les jours à venir. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt.